Qui ne connaît Manuel Valls et tous les Manuel Valls en lui, le conseiller régional d'Île-de-France, le vice-président du conseil régional d'Île-de-France, le maire d'Évry dans l'Essonne, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre sous François Hollande, le député, bref, 40 ans de vie politique dans la passion de la politique au sein du Parti socialiste français. Et désormais, à 58 ans, j'allais dire simple conseiller municipal à Barcelone, mais je sais qu'il ne le prendra pas mal, et aussi auteur d'un livre qui vient de paraître chez Grasset, Pas une goutte de sang français. Si ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas un hasard, on va en reparler. Non pas un livre-programme, mais l'appel de quelqu'un qui se trouve dans l'armée de réserve de la politique et qui brûle manifestement de se retrouver dans une unité combattante de la politique. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Pierre Assouline. C'est vrai ou pas? Oui, c'est un bon résumé d'abord sur mon parcours politique. Oui, ça, c'était pas très difficile. Mais les années sont passées, c'est ça. J'avais 40 ans en effet d'engagement en parlant de Barcelone et de cette responsabilité qui vous rend très modeste d'ailleurs. C'est pas mal dans un parcours politique. Le conseiller municipal de Barcelone, vous rappelez donc j'imagine ma double culture ou mes origines différentes. Oui, j'ai une passion. Alors j'ai une passion pour la France. J'ai une passion pour la politique. Moi, je suis un politique jusqu'au bout des doigts. Et puis oui, je brûle de servir, mais de servir des idées, une cause, un débat, parce que je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Votre pays, vous en avez deux. L'Espagne, la France, j'allais dire trois, la Catalogne. Non, vous auriez pu dire la Suisse italienne ou la Suisse. Et oui, à cause de votre mère. Oui. Ou grâce à elle. Ou grâce à elle. Je suis né à Barcelone, j'ai toujours parlé catalan avec mes parents, avec ma sœur, avec ma famille. Aujourd'hui, je continue de parler catalan avec celle qui est mon épouse, Susana. Je me suis souvent posé la question de mes rêves. Est-ce que je rêve en catalan? Est-ce que je rêve en français? Sans doute des deux, au milieu de cette double culture française et espagnole pour la définir. Mais au bout de ces 3 ans, je me suis rendu compte, pour le dire ainsi, qu'on n'a qu'une seule patrie. En tout cas, je le considère comme ça. J'ai une double culture, il y a ces deux pays que j'aime pour de multiples raisons, sans doute la culture, le soleil, les paysages, la littérature, bref, ce que sont des pays qui à la fois se ressemblent et sont très éloignés, mais nous n'avons qu'une seule patrie. Et ma seule patrie, c'est la France. Oui, mais si vous aviez été élu maire de Barcelone, ce qui était votre souhait le plus profond, est-ce que vous diriez aujourd'hui, on n'a qu'une seule patrie? Oui, je dirais la même chose, parce que mon engagement pour une ville, je pense que ces villes ou ces grandes villes comptent beaucoup. C'est là où les grands défis de la société d'aujourd'hui sont présents. À commencer évidemment par la question du réchauffement climatique, les problèmes de transport public, d'habitat, de politique culturelle, et aussi de mélange des populations. Mais c'était une ville. Il y a eu une anecdote qui m'a fait réfléchir. Il y a eu une rumeur il y a 1 an et demi, qui n'était qu'une rumeur, qui n'avait aucun fondement. Sur le fait que je pouvais entrer dans le gouvernement de Pedro Sanchez comme ministre des Affaires étrangères. Évidemment, je ne pouvais pas y croire, mais je me suis quand même dit, mais si on te le proposait un jour? Et ma réponse était limpide, en tout cas pour ce qui me concerne. C'était non. Je ne pouvais pas défendre les intérêts d'un autre pays. Parce que, d'abord, j'avais défendu ceux de la France, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, et parce que j'ai une certaine vision de ce qu'est la France dans le monde, qui m'empêchait, c'est un débat purement théorique, un débat avec moi-même, de défendre les intérêts d'un autre pays, fût-il un pays de l'Union européenne et un pays voisin et ami. Mais pour ça, il vous a fallu quitter la France. Oui, ça peut paraître ainsi. On voit mieux de loin? On voit mieux avec le recul. On peut tout simplement prendre une retraite dans un monastère pas loin de Paris, si on veut, ou se retirer à la campagne, ou faire toute autre chose. J'avais, pour des raisons très personnelles que j'explique dans le livre, besoin de ce recul, oui, et de ce bain dans une autre culture, et au fond, le regard des autres, les conversations avec mes proches, mes amis, les citoyens tout simplement, en Espagne, qui disaient, mais non, tu parles bien catalan, tu n'as pas d'accent, un peu plus en castillan, en espagnol, tu es né à Barcelone, ton père est connu comme un catalan, mais tu penses comme un Français. Tu es vraiment fondamentalement français quand tu parles de l'unité d'un pays, par tes goûts, par tes références. Il est vrai qu'on n'imagine pas un homme politique espagnol se référer en permanence à Clemenceau, comme vous le faites dans votre livre. C'est très français. Oui, c'est très français. Peu de responsables politiques connaissent Clemenceau. Il y en a un,
c'est l'ancien président du gouvernement espagnol, José María Aznar, dont le grand-père, de mémoire, s'était engagé dans la guerre de 14-18 pour la France. Et il y a, par exemple, un monument aux morts dans le cimetière de Barcelone, où reposent mes grands-parents, un monument immense que j'ai découvert assez tard, il y a 2 ans, pour tous les combattants français qui vivaient à Barcelone, mais pour tous les Espagnols qui sont allés combattre dans les rangs de l'armée française de 14-18. Mais Clémenceau est évidemment un personnage considérable pour la France, et encore moins Napoléon, qui a eu ses heures de gloire en Espagne, mais qui a laissé un mauvais souvenir amer dans ce pays qui est celui de ma naissance. Ce qui n'a pas empêché un bataillon de républicains espagnols d'être le premier à entrer dans Paris libéré en 1944. La Nueve, oui. Avec en effet la division Leclerc. Je raconte dans le livre en effet cette histoire tourmentée de ces républicains espagnols, mal accueillis en 1939 en France, parqués dans des camps d'internement, de triste mémoire, et ces parcours très longs. Je me rappelle d'un ami de mon père qui avait fait les 3 années de la guerre civile, qui s'était engagé dans la résistance, arrêté, déporté à Mauthausen, 1 an pour se remettre d'aplomb dans un sanatorium en Suisse de mémoire. Donc 10 ans d'une vie consacrée à la guerre, à la bataille, et une vie d'exil ensuite parce qu'il ne pouvait pas rentrer en Espagne. Donc je me rappelle dans les années 2000 quand Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ont réveillé ce souvenir de ce bataillon, la Nueve, de républicains espagnols qui ont été parmi les premiers à rentrer dans Paris libéré. Quand François Hollande donc était président de la République, vous étiez peut-être l'un des plus populaires parmi les hommes politiques français, et pour un Premier ministre, c'était assez remarquable. Aujourd'hui, vous êtes très impopulaire. Comment est-ce qu'on prend ça? Est-ce que vous êtes vraiment pris à partie? Est-ce que vous êtes vraiment insulté parfois? Je l'ai été, plus maintenant d'abord parce qu'il y a eu un peu d'oubli, mais j'ai été en effet très populaire et puis très impopulaire, rejeté. C'est difficile, il y a pire, j'en conviens. J'ai toujours su que la popularité à Beauvau ou à Matignon était fragile, même si on les goûte et que c'est une drogue dangereuse. J'ai compris que quand j'étais nommé Premier ministre, j'étais populaire aussi parce que j'étais d'une certaine manière le miroir de ce que vis-à-vis de François Hollande, en tout cas de ce que les Français attendaient, François Hollande, et que je pouvais incarner, c'est-à-dire une forme de volontarisme et d'autorité qui, selon les Français, manquait au président de la République. La chute a été rude. Ce que j'ai ressenti peut-être parfois de manière injuste, c'est que j'incarnais à moi tout seul, à cause du retrait de François Hollande à la fin de l'année 2016, j'incarnais à moi tout seul tout ce que les Français n'avaient pas aimé dans le quinquennat. J'ai pris la foudre pour tout le monde. Vous avez payé pour les autres? Oui, pour mes propres erreurs, mais j'ai payé pour une gauche qui se désagrégeait dans la pratique du pouvoir. J'ai pas pris la mesure, je le dis dans le livre, à ce moment-là, du fait que, en ne respectant pas le pacte de la primaire de la gauche qui voulait que celui qui était battu au 2e tour devait soutenir le vainqueur. Vous savez, j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le 1er tour parce que je ne voulais pas d'un second tour entre Fillon, Le Pen ou Le Pen et Mélenchon. Mais d'une certaine manière, je mettais en cause le pacte que j'avais signé, et donc j'étais la figure du traître. Donc j'étais à la fois la figure du traître, j'incarnais les échecs du quinquennat, et voilà, et j'ai tout pris. Il n'y avait pas du mépris à mon égard, il y avait parfois même du respect, on reconnaissait ma force, mon énergie, mon autorité, mais c'était une colère de la gauche, même ceux qui m'avaient suivi d'une certaine manière dans le vote pour Emmanuel Macron dès le 1er tour. Il y a eu une majorité des électeurs de François Hollande de 2012 qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017. Mais voilà, j'incarnais ça. Et puis enfin, il y a eu, sur les réseaux sociaux, mais dans la rue aussi, une violence à mon égard, des campagnes de caractère antisémite, du fait de mon engagement contre Dieudonné. Dès 2014, ça je l'ai ressenti. De mon soutien à Israël, de mes engagements contre l'antisémitisme. Et là, j'ai ressenti une part de cette violence. Et je crois que, compris quand je revenais à Paris, peut-être que j'exagérais moi-même, mais je ressentais, d'où mon départ aussi, c'était presque physique, psychologique. Je ressentais ce rejet, parfois à tort,
Parce qu'il y a, évidemment, vous avez aussi beaucoup de gens extrêmement aimables, gentils, qui s'approchent, qui vous demandent comment vous allez. Mais je ressentais cela, d'où cet éloignement. Et progressivement, tout cela s'est effacé, apaisé, et maintenant je reviens et je vis en grande partie à Paris avec beaucoup de plaisir. Je pense que moi-même, je portais ça trop en moi. Alors, quoique catholique de formation et d'éducation, quoiqu'un ancien enfant de cœur, est-ce que vous pratiquez le pardon des offenses? Je vis rarement avec des regrets, encore moins avec des remords ou du ressentiment. J'ai l'impression que, pour ce qui est de la question du pardon, vous vous rangez plutôt sous la bannière de Vladimir Ankelevitch. Il était sévère. Ah ben oui, mais vous le citez, hein, Oui, parmi vos lectures. Parmi mes lectures, d'abord parce qu'il était un ami intime Vos parents. De mes parents, parce qu'il a écrit un texte magnifique sur la peinture de Xavier Valls, de mon père, parce que évidemment ce qu'il a écrit sur la Shoah reste à tout jamais marqué, je crois, dans la réflexion qui doit être la nôtre. Mais bon, je pense que vivre avec je pense qu'il faut du ressentiment, de la colère, sur ce qui est essentiel. Yankelevitch avait donc raison. Sur les petites choses de la politique, ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vous parlez de Clémenceau tout à l'heure, évidemment, sans vouloir me comparer, ça n'aurait aucun sens, ça serait absurde. Ce qui est pour moi important quand j'essaie de regarder le parcours de quelqu'un, d'un homme, d'une femme ou le mien, c'est que sur l'essentiel, je parle bien de l'essentiel, on ne se soit pas trompé. Et dans mes combats pour la République, contre l'antisémitisme, mon combat contre la haine, je l'évoque dans le livre, contre Dieudonné, Soral. On va en reparler. Hein, donc, mon discours, évidemment, au lendemain des attentats de Charlie et d'Hypercacher, j'ai eu le sentiment d'être dans le vrai, dans le juste, au plus profond de moi-même. Et c'est ça qui me donne toujours une force. Les petites trahisons politiques, les mauvais coups, tout ça, j'ai peut-être pu en pratiquer. Ça, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sinon la vie devient très malheureuse. Je pensais moins à la politique politicienne qu'à la morale dans la politique. Est-ce que vous pardonnez, vous qui avez été socialiste et qui êtes toujours de gauche, est-ce que vous pardonnez à François Mitterrand son amitié avec René Bousquet? Je ne le situe pas dans l'ordre du pardon. Mais je crois que c'est une tâche, une incompréhension. Une faute? Ah oui, c'est une faute très, très lourde. Mais sur le plan moral? Sur le plan moral et sur le plan de la lecture qu'on doit pouvoir faire de l'histoire. C'est la seule incompréhension que j'ai avec Robert Badinter, mais je n'ai jamais osé lui poser la question. Lui qui est tellement limpide sur ces sujets-là. Et son amitié pour François Mitterrand l'a amené au fond, d'une certaine manière, à écarter cette question. Et je n'évoque même pas, c'est d'ailleurs pas le sens de votre question, le jugement qu'on a pu porter sur le parcours de François Mitterrand. Lionel Jospin avait eu cette phrase en disant on aurait aimé un parcours ou un itinéraire plus clair de la part de François Mitterrand. Moi, je ne suis personne pour juger d'un homme qui a été résistant. Mais la poursuite d'une amitié, après notamment les révélations tard, notamment grâce à Paxton, sur le rôle de Bousquet comme secrétaire général de la police de Vichy, évidemment, dans la rafle du Veldiv, c'est pour moi de l'ordre d'une incompréhension totale et absolue. On peut revisiter l'histoire, on peut comprendre ce qui s'est passé, la volonté d'unir les Français au lendemain de la guerre, et De Gaulle, de ce point de vue-là, avait aussi une ligne extrêmement claire, mais cette amitié qui s'est poursuivie avec Bousquet, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible. C'est l'une des surprises de la vie politique française, c'est que sur ce plan-là, sur ce sujet-là, vous êtes finalement plus proche de Chirac que de Mitterrand. Sur la lecture de l'histoire, oui, si nous sommes... Je parle du Chirac qui a eu cette fameuse phrase. Bien sûr, sur la responsabilité de l'État français. Si nous sommes vraiment honnêtes, reconnaissons que la lecture sur ce que fut Vichy, ce que fut la France libre à Londres, est une lecture partagée par beaucoup d'hommes politiques. C'était d'abord la lecture
gaulliste, gaullienne. Mais de la part de Gaulle, d'une certaine manière, on pouvait le comprendre. Le discours du Veldiv, celui de Jacques Chirac en juillet 95, tout de suite soutenu d'ailleurs par celui qui avait été son rival au deuxième tour de l'élection présidentielle, quelques semaines avant, Lionel Jospin. C'était important que l'opposition aussi s'unisse à cette démarche. Ce discours est pour moi fondamental. C'est pas un discours de repentance, on entend beaucoup ce discours. C'est un discours très important. Vous parlez de morale, oui, pour les valeurs. Et là, je le dis dans le livre, oui, je suis très fier de ce que Jacques Chirac a fait et je regrette que ce ne soit pas un président de gauche qui l'ait fait à l'époque. Eh bien voilà, ça montre qu'une lecture binaire de l'histoire caricaturale n'a pas beaucoup de sens. Justement, au sujet de Vichy, vous en parlez dans votre livre, mais on vous a vu aussi parler face à Éric Zemmour sur CNews. Vous étiez beaucoup plus radical, à juste titre, à raison, dans votre livre que sur le plateau face à Éric Zemmour. Parce que bon, vous êtes un ancien étudiant en histoire, vous connaissez bien cette histoire-là. On a l'impression que parfois vous perdiez pied par rapport à sa façon de citer les archives, de citer des historiens, etc. Est-ce que c'est bien nécessaire de parler de ça avec quelqu'un comme lui ? Je n'ai pas eu le sentiment de perdre pied. Je consacre dans le livre 3-4 pages à Éric Zemmour dans un chapitre qui s'appelle La France que je n'aime pas. Celle qui est haineuse. Oui, celle qui est haineuse, la tenaille, la tenaille identitaire, c'est-à-dire ces radicalités Traoré, qui au fond, Traoré, Zemmour, Ada Traoré, Éric Zemmour, qui vont chercher au fond la race, les uns pour défendre ce qui serait l'identité blanche, les autres pour expliquer que la France est un pays raciste et que la laïcité poursuit de sa haine les minorités, reprenant toute la culture américaine. Traoré, non, je pense au contraire que sur un plateau, on voit bien, il faut utiliser les arguments, il ne sert à rien d'en faire un champ de bataille. Il y a 30 ans, quand vous vous rappeliez que j'étais conseiller régional, j'étais jeune conseiller régional à 23 ans, 24 ans, en 86, je suis rentré au conseil régional d'Île-de-France, c'est la première fois qu'on élisait au suffrage universel ces collectivités territoriales. Je suis rentré en même temps, si on peut dire les choses ainsi, dans les rangs du PS. Vous étiez français depuis 3 ans. J'étais français depuis 3 ans, et rentré au conseil régional, Jean-Marie Le Pen, l'une de ses filles, Stirbois, Le Gallou, tout l'état-major du Front National. Et pendant des mois, on s'est posé la question, est-ce qu'on débat avec eux? Est-ce qu'on leur serre la main quand on les croise dans un couloir? Est-ce qu'on fait des voyages ensemble, des voyages d'études des élus régionaux? Et puis, oui, il faut débattre. Il faut débattre, et en opposant toujours, ce qui est difficile dans la démagogie actuelle, et dans la radicalité dans laquelle on veut nous enfermer, il faut débattre. Et quand je dis à Zemmour que j'ai 3 désaccords avec lui qui sont fondamentaux, l'un, la vision de l'histoire, Vichy, c'est-à-dire au fond la vieille thèse... maurassienne. Oui, maurassienne, mais la thèse de Gaulle, vieille thèse qui a été développée au lendemain de la guerre, de Gaulle, le glaive, Pétain, le bouclier, au fond ils étaient d'accord. La thèse effrayante qui vise à dire que Pétain a sauvé les juifs français. Déjà, quand on rentre dans cette définition, on sent déjà qu'on est sur un terrain marécageux, mais cette thèse qui vise à réhabiliter Pétain pour mieux marquer tout simplement sa détestation de la République. La thèse de Zemmour du grand remplacement, de la submersion par la France par les gens de couleur et les musulmans, et enfin le populisme qui vise tout simplement à briser la démocratie. Non, je pense que sur ces choses-là, il faut être net, mais il faut le faire avec méthode et courtoisie, parce que les gens sont tellement perdus qu'il faut essayer, non pas Zemmour, mais eux, de les convaincre. Alors vous avez été presque toujours, j'allais dire, depuis que vous êtes en tout cas maire d'Ivry, perçu comme proche de la communauté juive. Moi, je me suis demandé si c'était pas la naissance de ce sentiment chez vous, qui est réel, et vous l'avez souvent dit et écrit, ne venait pas finalement de l'enfance, parce que vous avez passé votre enfance dans le Marais, à Paris, vous étiez au lycée Charlemagne, vous aviez des amis juifs très tôt, très jeunes. Est-ce que c'est pas ça qui a été la matrice, en quelque sorte ? Oui, bien sûr, dans ce Marais qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, qui était un quartier populaire. Vous rendez-vous compte qu'en 1978, là je suis sur un terrain politique,
celle qui était au deuxième tour face à la ligne amovible maire du 4e arrondissement, Pierre-Charles Cry, qui était connu pour être un des organisateurs de la grande manifestation gaulliste de 1968, était une prof de français communiste. Vous vous rendez compte, le Parti communiste dans le centre de Paris faisait 45 ou 48%. C'était incroyable, tout ça a changé. Mais au-delà de cela, oui, le judaïsme, la communauté juive, les juifs étaient présents dans le quotidien. Et à travers mes copains d'école, c'est là où j'ai compris ce qu'était le Shabbat le vendredi soir, les repas, ce qu'on pouvait manger ou ne pas manger. Quand ils venaient à la maison, je voyais qu'il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas, à laquelle ils ne pouvaient pas participer autour de la table. Et j'ai compris. J'étais dans une école primaire, rue Grenier-sur-Lot, maintenant c'est un collège, qui était juste devant le monument aux martyrs juifs, qui a beaucoup évolué, qui est maintenant une bibliothèque qui s'est agrandie. Donc j'ai pris conscience, Yankelevitch bien évidemment, plus tard dans les conversations qu'il avait avec mes parents. Tout cela a sans doute forgé en effet une conscience. Il n'y avait pas par exemple à ce moment-là, sur les murs des écoles que j'ai fréquentées, ces plaques qui rappelaient que là, des enfants en 1942 avaient été raflés. C'est venu bien après. Donc oui, sans doute une grande part de cette conscience s'est forgée dans cette enfance. Une parenthèse qui est en même temps une curiosité sur le plan historique. Vous êtes d'une famille catholique, des banquiers, grand-père, arrière-grand-père banquier, enracinés en Catalogne. Mais en Catalogne, il y a aussi, on le sait moins quand on est en France, les Baléares. À Majorque, il y a une communauté relativement importante à une époque, un peu moins aujourd'hui, qu'on appelle les Chuetas, que vous connaissez bien. D'abord, est-ce qu'on peut en dire un mot de ce que c'est que les Chuetas, parce que tout le monde ne le sait pas, hein, donc des juifs convertis au christianisme au moment de l'Inquisition, donc il y a assez longtemps, mais qui sont restés stigmatisés comme juifs par la population de Majorque jusqu'à une période récente. Et si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a 10 noms importants dans les Chuetas qui sont identifiés par les historiens, qui sont Miro, Martí, Bonin, Valls. Oui, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas. Ils ont sans doute des liens. Il faudrait rechercher ça dans la profondeur des siècles. Je reconnais l'auteur de Séfarade. Ma famille, du côté de mon père, est une famille de gens du sud de Barcelone qui montent dans la capitale et qui fondent une banque et une fortune. Et mon arrière-grand-père sera un personnage important de Barcelone. Il sera élu conseiller municipal de Barcelone, vice-président de la chambre de commerce, un catalaniste. Mon grand-père, lui, sera peu de temps banquier. Ce qu'il aime, c'est avant tout la littérature. Il sera rédacteur en chef d'un grand journal qui a à peu près tous les défauts qu'on pouvait avoir en Espagne à ce moment-là, dans les années 30. Il est l'un des premiers à écrire sur les dangers de la montée d'Hitler. Il est catholique, dans une ville dominée par les communistes et les anarchistes. Il est catalaniste, donc dans l'opposition absolue. Ce qui ne signifie pas indépendantiste. Au franquisme, non, il n'est pas indépendantiste. Et en 1939, parce que catalaniste, il ne pourra plus jamais exercer son métier de journaliste. Et en plus, il n'accepte pas, comme chrétien, comme catholique, un peu comme Bernanos, qu'on puisse tuer au nom de Dieu, au nom d'une religion. Vous le savez parfaitement, cher Pierre Assouline, la mémoire juive est très effacée en Espagne. Elle revient depuis une vingtaine, une trentaine d'années, mais évidemment, c'est une mémoire lointaine. Mais aujourd'hui, dans les familles, on comprend un peu mieux ses origines. Sans doute, comme beaucoup de familles espagnoles, moi aussi je viens de là. Hein. Sans doute. Sans doute parce que mon grand-père avait compris que parmi ses ancêtres, il y avait sans doute des juifs convertis, en tout cas ceux qui avaient des métiers que seuls des juifs ou des juifs convertis pouvaient assumer. Ce que vous évoquez sur Majorque est très particulier et très intéressant, parce que cette île qui a été le grenier de la Méditerranée, qui est toujours une île riche par son commerce et par son agriculture et par les échanges, est un mélange assez étonnant et voire détonnant. Et il y a en effet au cœur ces familles, mais je n'ai jamais su ou pu savoir si ces valses-là, il y a beaucoup de valses, hein,
en Catalogne, aux Baléares, à Valence, s'il y avait des liens entre dans toutes ces familles. Mais c'est une quête, vous voyez, que je peux encore poursuivre. Valls en catalan, c'est le lys dans la vallée? Oui, c'est ceux qui vivent dans la vallée. Les armoiries de ma famille, c'était ça. C'était un arbre, un pin, au milieu des vallées. C'est un nom extrêmement courant. Il y a plein de pharmacies, Valls à Barcelone. Il y a une maison, il y a une entreprise de location de voitures à Minorque, où je vais beaucoup, qui est une autre île, vous voyez, où on a effacé tout. Il y a aucun Minorquin qui, d'avant le 11e, 12e siècle, avant la conquête, qui vient de cette époque-là. Ce sont tous des Catalans ou des Valenciens qui ont conquis cette île. Vous voyez, donc les îles Baléares font partie de cette histoire tourmentée de l'Espagne et de ce rapport au judaïsme qui est revenu grâce au roi d'Espagne, Juan Carlos, grâce aux travaux, à l'histoire, aux synagogues qui sont apparues à Cordoue, grâce aussi aux livres et même à des séries télévisées. Il y a une série sur le Cid. J'ai vu même des amis être très surpris de voir qu'ils ont compris que les chrétiens se faisaient la guerre entre eux, que les chrétiens, pendant le XIIe, XIIIe siècle, pouvaient s'allier aux musulmans, au calife de Saragosse, et que le calife de Saragosse avait comme vizir un juif. Alors tout à coup, on a compris que l'histoire, nous le disions tout à l'heure, était beaucoup plus complexe. Alors, j'en viens à cette fameuse phrase qui est pour pas mal de gens qui, en tout cas en France, qui vous connaissent peu, mais qui se souviennent de cette phrase que vous avez prononcée, sans les Juifs, la France ne serait plus la France. Mais en général, on l'isole du contexte. Mais dans votre livre, vous rappelez bien le contexte. Cette fameuse phrase, avant de la prononcer dans votre discours à l'Assemblée nationale, avec la force, la puissance qui l'a entourée et les applaudissements de l'Assemblée, en fait, c'était une réponse à une phrase, à un appel de Netanyahou exhortant les Juifs de France à faire leur alia en Israël. Est-ce que ça ne change pas un petit peu le sens de la phrase de connaître ce contexte-là? Oui, bien sûr, c'est important de le resituer. Je me rappelle très bien de ces moments-là. Il se trouve que, au fond, le vendredi soir, après le double assaut des gendarmes et des policiers, neutralisant, comme on dit, les terroristes, nous étions, et tout le pays avec, soulagés. On sentait bien que, au moins pour un moment, il n'y aurait plus d'attentats, que cette équipe-là, ces trois individus, étaient neutralisés. Il y avait une forme de soulagement. Et puis le samedi en fin d'après-midi, il y avait un rassemblement avec beaucoup de monde devant l'hypercochère. Moi, j'étais à Évry, à Courcouronnes. Il y avait des vœux, c'était la période des vœux à la population. Et mes collaborateurs m'appellent en disant il y a des ministres qui sont allés à ce rassemblement, qui se font huer, Christiane Taubira notamment. Il y a une grande tension. Tous ceux qui sont là, Français juifs, dans leur immense majorité, ont le sentiment que cette fois-ci on a dépassé quelque chose, que cet antisémitisme qui nous vient un peu partout, des quartiers, d'une partie de l'islam, de l'islamisme, n'a pas été compris, et qu'y compris la veille, on n'a pas suffisamment souligné le caractère antisémite. Et j'ai décidé de m'y rendre. Et j'avais pris connaissance de la déclaration de Benjamin Netanyahou, l'ALIA fait partie du mouvement, c'est ainsi naturel, c'est ainsi que s'est construit Israël, mais qui était clairement, au fond, la traduction, c'était « partez, vous n'êtes pas en sécurité en France ». Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années déjà, depuis le début des années 2000, beaucoup de Français juifs décidaient de partir par peur de ce qui était en train de se passer dans ce pays qui était le leur depuis toujours. Et en arrivant, j'ai senti cette foule, les gens me faisaient confiance, j'ai plongé dans cette foule. Je me rappelle d'Harim Korsia, le grand rabbin, lisant cette merveilleuse prière pour la République qu'on récite dans les synagogues. Mais j'ai décidé de répondre à ce moment-là très directement à Benjamin Netanyahou. Et ce que je veux dire, et je ne cesse de le répéter, c'est que sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Ouais, les Juifs de France sont au cœur de la République. Et ce message, nous sommes tous des Charlie, nous sommes tous des policiers, nous sommes tous des Juifs de France. Et que ce qui s'est passé cette semaine, mais aussi avec cette réponse qui a été celle de la société française, eh bien il faut en tirer une leçon. Il y en a assez des cris de haine.
J'étais un peu en colère parce que je veux défendre mon pays et je veux faire la démonstration qu'on peut protéger les Français. Et j'ai senti que la phrase avait immédiatement un impact parce qu'au fond on ne demandait, si je peux dire les choses ainsi, qu'à être rassuré. Mais plus largement, c'est une conviction profonde. C'est-à-dire que vais-je vous dire à vous, avec ce qui s'est passé au cours de ces derniers siècles, et notamment sans doute avec un basculement pour moi qui est dans l'histoire du judaïsme français et de la République française, qui est l'affaire Dreyfus, un moment des grandes campagnes antisémites, un nouvel antisémitisme au fond moderne, qui est celui de Drummond. Le rapport entre la France et le judaïsme est profond, il n'est pas d'ordre religieux, il est d'ordre politique, il est d'ordre moral, il est d'ordre éthique. Et donc c'est ce que j'ai voulu dire ensuite en y réfléchissant évidemment davantage, quelques jours après ce premier cri du cœur à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était important de le dire devant la représentation nationale. Il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles. Mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers, sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme la ministre Ségolène Royal l'a dit ce matin à Jérusalem, comme Claude Lanzmann l'a écrit dans une magnifique tribune dans Le Monde, oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Alors, ce qui est bien dans votre livre, c'est que pour parler d'aujourd'hui, et notamment de la situation par rapport notamment à l'islamo-gauchisme, terme générique qui englobe un peu beaucoup de choses, hein, mais vous repartez du contexte historique, et pour vous, il y a vraiment deux dates. Je parle de la France. Hein. C'est 1989, l'affaire des foulards de Creil, et puis 2001, dans évidemment l'élan, si je puis dire, des attentats contre les tours jumelles. Est-ce que c'est à ce moment-là, en 89 ou en 2001, que vous avez pris conscience de ce qui était en train de se développer en France, quelque chose d'assez complexe, à savoir que à l'époque, c'était pas évident. Maintenant, ça l'est. Partout où l'État se désengage, l'islamisme radical s'engage davantage. 30 ans après ou 20 ans après, c'est plus facile évidemment de reconstruire les faits. Mais oui, ce sont des moments importants. 1989, d'ailleurs, Pierre Assouline est une date incroyable parce que il y a à la fois l'effondrement du mur de Berlin, le début de la désagrégation du bloc soviétique, avec cette idée qui va faire Florès, au fond, de la fin de l'histoire, dont la démocratie libérale l'aurait définitivement emporté et qui rendra tout le monde très paresseux, à commencer par les socialistes. À quoi bon réfléchir si nous avons gagné la bataille essentielle de la démocratie. C'est Tiananmen aussi, quelques mois avant, c'est-à-dire le fait que la Chine, qui est engagée dans un processus d'ouverture économique, dit très clairement que cette ouverture ne sera pas démocratique. Et puis c'est en effet, à une autre échelle, mais pour nous c'est très important, l'affaire du voile de ces jeunes collégiennes qui refusent d'ôter leur voile en rentrant au collège. Et moi je me rappelle, j'étais jeune conseiller de Michel Rocard, et du débat que nous avons eu, un débat purement théorique au sein du cabinet. Moi j'étais opposé à la position de compromis qui avait été élaboré par le Conseil d'État et soutenu par Rocard et Jospin ou SOS Racisme. Et le texte publié à la une du Nouvel Observateur, signé Badinter, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, etc., dit clairement que on ne lutte pas contre l'islamisme, on ne lutte pas contre les ennemis de la République, contre ceux qui veulent imposer un voile à des jeunes filles, c'est-à-dire qui veulent que la religion soit supérieure au droit et à la loi, en abandonnant ce combat. Et 2001, le 11 septembre, c'est le surgissement du djihadisme globalisé, c'est l'ouverture du XXIe siècle, et au fond la question identitaire s'impose plus que jamais. Et vous avez, entre ces deux dates, vous avez raison de le souligner, au fond, le monde d'aujourd'hui qui se construit, mais le débat d'idées aussi, les dégâts considérables au sein de la gauche qui ne sait pas répondre, elle, à ces deux chocs majeurs
de 89 et de 2001. Il ne sait pas répondre, et d'ailleurs, dans les débats au sein de la communauté juive, très souvent, on entend stigmatiser Lionel Jospin pour son indulgence et surtout Daniel Vaillant, son ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est juste? Il y a toujours une part d'injustice, mais c'est vrai. Lionel Jospin est un grand ami d'Israël. D'ailleurs, rappelez-vous, moi je ne l'avais pas accompagné, parce que je pensais que c'était un voyage où il n'y aurait pas de problème. Il fait un voyage en 1999, si j'ai bonne mémoire, en Israël, fin 1999, et lui est capable de dialoguer sans aucun problème avec Ehud Barak, à l'époque, qui est le chef du gouvernement israélien, et avec Yasser Arafat. Nous sommes quelques années après les accords d'Oslo. Il a une belle image au sein des Israéliens, et parce qu'il a cette phrase qualifiant le Hezbollah d'organisation terroriste, le voyage bascule, il reçoit des pierres quand il est en Cisjordanie, etc. Mais il y a un refus, sans doute, de voir ce qui est en train de se passer. Un déni. Il y a un déni évident, alors qu'on est dans ce qu'est l'islamo-gauchisme à ce moment-là, parce que en France, hein. Taguieff le définit bien. Même s'il nous vient d'organisations trotskistes-britanniques quelques années auparavant, qui prônent cette alliance avec les musulmans, puisque la classe ouvrière s'est désagrégée sous les coups de boutoir de la globalisation. C'est à l'occasion, en effet, de la deuxième intifada, de ces mouvements, que non seulement une partie de la gauche commence à basculer en disant il faut une alliance avec cette masse informe que seraient les musulmans. Évidemment, ce n'est pas une masse informe. Et apparaissent tous les symptômes de cet antisémitisme, cet antisionisme ou cette haine d'Israël qui n'est que l'antisémitisme revisité des bien-pensants, comme l'avait dit Yankelevitch 30 ans auparavant. Et à ce moment-là, le gouvernement, au lieu de comprendre que c'est un mouvement plus profond antisémite, ne le gère que comme un problème d'ordre public. Moi, je me rappelle très bien, je le dis dans le livre, que la petite communauté séfarade d'ailleurs d'Evry, toute petite, quelques familles, petite synagogue, vient me voir, je suis le maire, en me disant voilà, nos fidèles le samedi dans les rues piétonnes de la ville, en se rendant à la synagogue ou en revenant de leur domicile, sont caillassés par des gamins au cri de sale juif. Et moi j'ai pris conscience qu'à partir du moment où ce sont des gamins qui boivent en plus, qui goûtent aux mots, aux slogans des télévisions, qui regardent des télévisions avec des paraboles, télévisions qui viennent de tout le monde arabo-musulman, du Maghreb ou d'Égypte ou du Liban, ici c'est en train de se passer quelque chose. Donc oui, il y a eu incontestablement un déni. Ça a été vécu douloureusement aussi par les socialistes parce que ils étaient depuis toujours, et on ne peut pas leur reprocher évidemment, d'abord à l'avant-garde de l'amitié avec Israël et dans le soutien vraiment à toute la cause antisémite. Et c'est le même basculement qu'il y a eu, mais dans l'autre sens. 67, il y a un basculement, vu les mots fameux du général de Gaulle dans le rapport avec Israël. Et là, c'est la deuxième blessure. Et du coup, il y a un éloignement de la France avec Israël à ce moment-là, une nouvelle fois. Mais cette situation en France, la situation des Juifs, parce que les habitants d'Évry qui étaient venus vous voir, donc il y a un certain temps déjà, d'autres l'ont vécu et sont partis de leur ville. Je pense notamment dans la région lyonnaise, où ils ont émigré dans la ville d'à côté, parce que leurs enfants ne pouvaient plus tout simplement aller à l'école normalement. Est-ce que ça a empiré pour vous? Parce que maintenant vous avez le recul, vivant en Espagne la plupart du temps, vous avez un certain recul par rapport à tout ça. Est-ce que la situation pour vous a empiré? Il y a eu incontestablement 12-15 ans qui ont marqué un départ, nous l'évoquions tout à l'heure, une double alia, non? L'alia naturelle vers Israël et cette alia intérieure que vous évoquez, dans la région lyonnaise, ou tout simplement la Seine-Saint-Denis ou du nord de Paris vers d'autres quartiers de la capitale de l'Essonne, bien évidemment. Ce premier mouvement a eu lieu d'ailleurs par rapport aux écoles. Et puis ensuite, changement de quartier. C'est un échec profond de la République. C'est quand des compatriotes sont obligés de changer de quartier, de ville ou de pays parce qu'ils sont pourchassés pour ce qu'ils sont.
et en l'occurrence parce qu'ils sont juifs, ou parce qu'ils portent la kippa, parce que c'est cette réalité, ou un vendredi ou un samedi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai le sentiment que depuis 5 ans, 6, 7 ans, j'ai la modestie d'y avoir joué un rôle, mais il y a eu un ralentissement de ces départs, une plus grande confiance dans la capacité de la République, ou dans la volonté plutôt, à protéger, et à protéger les Français juifs. Mais bon, je suis encore suffisamment au courant, j'ai suffisamment de discussions pour savoir qu'il y a en tout cas un doute parfois sur la capacité à protéger, et surtout sur le fait que l'antisémitisme est la matrice de l'islamisme, et que le juif reste plus que jamais l'objectif du terrorisme, du djihadisme et de l'islamisme, bien sûr. À la fin de votre livre, vous dites que l'avenir de la France vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète? Sa déségrégation, sa division. En vivant entre deux pays qui sont de vieux États-nations, il y a 3 États-nations très anciens en Europe, non? L'Angleterre, l'Espagne et la France. Les autres sont des constructions beaucoup plus modernes, je pense à l'Italie ou à l'Allemagne. Mais l'histoire de ces 3 pays, de ces États-nations, est très différente. Nous sommes un pays qui a été construit par l'État depuis longtemps. On pourrait parler de Louis XI, une magnifique biographie de Paul Murray Kendall sur lui, qui montre comment l'État français comment la nation française s'est construite à travers l'État. Donc son unité est très importante. Son unité administrative, ce qui ne veut pas dire qu'on ne décentralise pas, sa langue qui nous unit, et ses valeurs qui nous rassemblent. Or, on voit bien qu'il y a une déségrégation pour des raisons économiques, sociales, politiques profondes depuis des années, cette archipalisation de la France, que dans d'autres pays, on a d'autres phénomènes identitaires, d'où les régionalismes ou les séparatismes que nous connaissons par exemple en Espagne. Mais la France a besoin de cette unité. Or, depuis des années, elle craque d'un peu partout. Les Gilets jaunes ont été une manifestation de ces divisions. Et c'est ça qui m'inquiète. Et je sens le pays au bord de la rupture, depuis des années, mais il est au bord de la rupture. Il est prêt à se donner au lepénisme, aujourd'hui. Et ça m'inquiète beaucoup, parce que la France est un pays qui, contrairement à l'Espagne, par exemple, aujourd'hui, a un rôle dans le monde. La France a toujours un rôle de par son histoire, sa place de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes un pays qui a la dissuasion nucléaire. Nous intervenons pour nous et pour d'autres au Sahel contre le terrorisme. Nous restons une grande puissance économique malgré toutes les annonces sur notre déclin. Mais il y a un sentiment dans notre pays de déclassement. Il y a une crise démocratique qui a lieu partout, mais qui est plus forte chez nous, parce que nous sommes un peuple qui croit beaucoup, qui sacralise même la politique à travers ses institutions. Et donc je suis inquiet. Et s'il n'y a pas un sursaut, ce que j'appelle un sursaut républicain de remobilisation, la recherche d'une nouvelle coalition politique pour faire face aux grands défis du pays, oui, ça m'inquiète. C'est aussi pour cela que j'ai envie de participer au débat public. Vous voulez dire que si les élections avaient lieu demain, présidentielles, Le Pen serait élu? Pas loin. C'est possible, en tout cas. Moi, je me battrais contre cette possibilité. Mais nous en sommes pas loin. Et même si elle n'est pas élue, son score sera tellement important. J'espère me tromper, vraiment. Et son score sera tellement important. Il est déjà, qu'il pèse, qu'elle pèse, elle et ses idées dans le pays. Il y a en plus une partie... moi, je pense que c'est important qu'il y ait un débat intellectuel, vous savez mieux que quiconque, qu'il y ait des idées qui s'opposent, c'est très important. Mais il y a, c'est pas nouveau dans notre pays, vous parliez de Maurras tout à l'heure, il y a une droite maurassienne qui allie au fond le déclinisme à la défense d'une identité rêvée et abstraite, qui rend, comme tout populisme, l'autre responsable. Il y a évidemment des problèmes d'immigration dans notre pays, qui peut le nier. Ou de ghettoisation, bien évidemment, mais qui est à la recherche en permanence du bouc émissaire, et au fond qui rend presque modéré Le Pen.
n'a plus qu'à tout simplement se couler tout doucement dans le système et dans les institutions pour l'emporter. Il y a une telle frustration, il y a de telles peurs, nous voyons bien la crise sanitaire, de telle colère aussi par rapport aux inégalités, que le terrain est préparé. Oui, le pays peut basculer, bien évidemment. Merci Manuel Valls. Je rappelle que votre livre s'intitule « Pas une goutte de sang français » et qu'il est publié chez Grasset. Merci à vous.